Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Joël Lepavou s'est intéressé à l'intelligence artificielle dans la médecine. Pour relire selon le reportage, vous pouvez retrouver donc le lien dans la description du podcast. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le docteur Vincent Attalin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes praticien à l'hôpital de Montpellier et aussi cofondateur d'une plateforme appelée Avitam. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Alors, Avitam est né de l'association de deux personnes. C'est le professeur Antonin Avignon, qui est chef de service ici à l'hôpital, et moi-même. Et en fait, on avait du mal nous-mêmes en consultation à arriver à récupérer l'ensemble des données de santé de nos patients pour pouvoir bien les accompagner. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de récupérer ces données avant qu'ils viennent en consultation? Et là, l'embryon du carnet de santé intelligent est arrivé. On a commencé à travailler dessus depuis 2009. Et on a commencé à travailler, à sécuriser les informations, à voir quelles sont les bonnes informations à proposer aux bons patients. Et donc maintenant, Avitam est sorti et nous sommes sur le point de sortir notre deuxième version qui va sortir d'ici à peu près un mois et demi et qui va nous permettre vraiment d'avoir un outil qui est connecté et extrêmement connecté et en plus intelligent. C'est justement le thème d'aujourd'hui, et dans le sens intelligent où Avitam va pouvoir poser les bonnes questions aux bonnes personnes et apporter l'information aux bons médecins. Voilà. D'accord. Effectivement, comme vous le disiez, on entre dans le vif du sujet. J'ai cru voir aussi que c'était de la collecte de data via des objets connectés aussi, par exemple, hein, cette plateforme. Donc là, on entre, hein, dans ce fameux thème. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la médecine? Alors, souvent, ce terme fait peur. Le terme de l'intelligence artificielle, on a tous en tête des robots méchants, on a tous en tête des applications qui vont nous voler, qui vont nous piquer des choses. Moi, je crois qu'il faut justement surfer la vague du numérique et de l'intelligence artificielle tant qu'on peut encore la surfer. Et on est quand même rare dans le milieu de la médecine à monter des boîtes, à se lancer là-dedans. Et moi, je crois qu'il faut justement ne pas avoir peur. Et ça permet, lorsqu'on maîtrise la donnée, lorsqu'on maîtrise ces éléments d'intelligence artificielle, de relancer et peut-être d'optimiser la relation entre le médecin et le patient. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit nous. Et justement, de permettre de recentrer le médecin, le soignant, je dis médecin au sens général, hein, mais c'est le soignant, de le remettre dans sa vraie place qui est l'écoute, l'empathie, de prendre le temps vraiment de savoir quel est le besoin de la personne. Et je crois que plus on optimisera le fait de rendre le patient acteur, plus le médecin ou le professionnel de santé pourra faire son métier tel qu'il aime. Parce que les médecins, ils en ont ras-le-bol des données administratives. Et si les patients peuvent justement être acteurs et renseigner leurs données avant une consultation ou un séjour, c'est tout autant de temps de gagner. Et c'est là où l'intelligence artificielle arrive, c'est la possibilité de poser les bonnes questions. On ne va pas, par exemple, poser à un homme à quel âge il a été ménopausé ou s'il a eu des enfants ou des grossesses. Donc, c'est le tout début de l'intelligence artificielle, c'est de savoir poser les bonnes questions. Et puis, on a plusieurs niveaux d'intelligence artificielle jusqu'à arriver finalement à l'apprentissage des données de santé. Et toutes ces couches d'intelligence artificielle sont tout à fait connectables entre elles pour pouvoir avoir voilà, comme s'il y avait quelqu'un qui était à côté du patient et du médecin lors d'une consultation. Parce que donc là, effectivement, vous mentionnez l'intelligence artificielle qui s'occupe principalement des données administratives, qui s'occupe de l'historique du patient, éventuellement, pour que ce soit plus aisé aussi pour le médecin d'avoir accès à toutes les informations. Là, nous, en l'occurrence, dans notre article, il est question de Turbine. Donc, c'est une intelligence artificielle qui travaille à améliorer l'efficacité des traitements anti-cancer. Est-ce que vous connaissez d'autres intelligences artificielles qui sont utilisées actuellement sous, pour ce genre de but, d'objectif-là? Ah oui, alors pas forcément que sur le. Alors sur le cancer, il y en a une qui est assez intéressante. C'est Vic, c'est un chatbot
qui permet à une patiente, donc c'est là ils ont lancé Vic pour le sein, pour le cancer du sein. Donc ça a fait du buzz là cette semaine parce que justement c'était le jour de du cancer du sein, c'était le rose. Et donc on a entendu parler beaucoup. Et puis je connais le fondateur Benoît Brouard, qui justement c'est un chatbot qui va permettre aux patientes de poser les questions. Et donc cette intelligence artificielle va reconnaître des termes. Alors il vous en parlera peut-être mieux que moi, hein. Enfin c'est sûr même d'ailleurs. Et donc ça va reconnaître des termes, des terminologies, des phrases, et en fonction de ça, ce chatbot va pouvoir répondre à la personne. C'est vrai que ça répond tout à fait à un besoin. Les personnes, très souvent, elles se sentent seules. Et le fait d'avoir, même si c'est pas une personne au bout du fil ou vraiment dans la relation, ça permet de désenclencher des peurs et de diminuer le stress. Voilà. D'accord, ça explique, c'est une manière de mieux expliquer, la maladie? C'est quoi de Ça va être un moyen de répondre aux interrogations. Par exemple, quels sont les effets secondaires de la chimiothérapie dans le cancer du sein? Qu'est-ce que je risque? J'ai pas fait toutes les questions-réponses, mais ils vont répondre justement sur les chimiothérapies, sur les effets secondaires, sur et mes cheveux et la douleur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je voilà, donc ça permet de répondre à un ensemble de questions. Après, sur la cancérologie, il y a des choses intéressantes qui sont faites dans le cancer de la peau, c'est-à-dire que des algorithmes sont capables assez finement de reconnaître si un grain de beauté est plutôt bon ou plutôt mauvais. Ensuite, il y en a plein. Et j'ai vu encore une conférence dernièrement qui parlait aux États-Unis. Donc, c'est une PhD originaire d'Égypte qui a développé avec le MIT une intelligence qui est capable de reconnaître les expressions du visage, mais dans le but d'apporter une sympathie ou une empathie depuis un ordinateur. Alors l'ordinateur ne ressentira pas lui-même, mais il aura la capacité de dire, ben voilà, vous êtes souriante ou vous faites la moue, donc vous êtes plutôt triste. Et c'est à partir des capteurs qui, on reconnaît les yeux, les sourcils, le nez, les dents, le visage, la forme du visage. Et avec ça, cette intelligence est capable de dire l'humeur que vous avez. Je trouve ça extrêmement intéressant. il y a une application bah, là pour la médecine, est-ce qu'on peut imaginer une extension qui peut, être utile pour du diagnostic peut-être? Oui, tout à fait. Alors, on est encore loin, loin de là, mais voilà, les experts, tous les experts de l'intelligence artificielle s'accordent à dire qu'entre 2040 et 2050, il y aura un ordinateur qui sera capable de faire globalement les métiers d'un humain. Voilà, c'est-à-dire de s'adapter, de comprendre, et ça fait bizarre, mais 2040-2050, c'est quand même pas loin. Bah, alors justement, bon là, on parle de remplacer complètement, mais, est-ce que par exemple aujourd'hui, on a déjà des robots qui assistent, des médecins sur des opérations par exemple? Ben, en posant la question, vous avez déjà la réponse parce que vous me demandez s'il y a des robots qui assistent. La réponse est oui. Il y a des robots. C'est le Da Vinci d'ailleurs, on en a un ici à l'hôpital. Il y en a un dans plusieurs cliniques également. Et c'est un robot effectivement qui est capable d'assister avec des gestes extrêmement fins le chirurgien. C'est-à-dire que le chirurgien fera par exemple ce geste-là, et la quantité de ce geste-là sera interprétée à l'échelle millimétrique. C'est-à-dire que le médecin peut faire des gestes très amples pour pouvoir faire un geste très fin. Et l'interface, c'est le robot. Et donc, dernièrement, il y a eu des soins dentaires qui ont été faits. Alors, c'est pas par ce robot-là, mais par un autre robot. Ensuite, il y a des robots qui permettent à des radiologues ou des interventionnistes d'arriver à bien situer une tumeur, par exemple, dans le cerveau ou dans le corps humain. Là aussi, finalement, c'est de l'intelligence assistée. Est-ce qu'on peut s'attendre, vous parliez de remplacement tout à l'heure, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour ils remplacent, les médecins sur certaines opérations?
Alors, certains experts disent que les premiers médecins à être remplacés seront les radiologues, parce que pour l'instant, les capacités des ordinateurs à analyser les images sont encore trop faibles. Mais lorsque ces capacités seront augmentées, et ça va de façon exponentielle, certains disent que ce seront les premiers à être remplacer. Alors, je crois qu'on a encore beaucoup de, je crois qu'on a encore beaucoup de marge et je ne crois pas que les radiologues vont être remplacés. Je crois que les radiologues seront de plus en plus assistés par ordinateur et comme un pilote. En fait, ça n'existe plus, ça n'existe pas les avions sans pilote. Par contre, les pilotes font de moins en moins d'actions au cours d'un voyage et je crois que les chirurgiens, les radiologues et les médecins de plus en plus auront de plus en plus à faire de la surveillance et de l'accompagnement plutôt que la totalité des gestes. Hmm. Oui, parce qu'on parle, vous parliez des pilotes, mais on parle souvent du facteur humain, justement, à garder malgré tout, parce qu'un humain peut avoir des réflexes, des intuitions, ou des choses qu'une machine n'aura pas forcément, en l'occurrence. Exactement. Mais c'est là où justement tout l'intérêt de savoir se coupler au monde du numérique, parce que par exemple, ben, dans les avions, vous avez des checklists qui permettent de limiter l'erreur humaine. Et en médecine, mais il y a très peu de checklists. Or, ça serait un moyen de diviser. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'à partir du moment où on propose à un chirurgien de faire et l'anesthésiste de faire des checklists, cela diminuait de 70% les complications de la chirurgie. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que on peut optimiser l'humain tout en gardant l'humain en cas de difficulté. Hmm. Vous parliez aussi tout à l'heure, effectivement, j'avais vu également cet algorithme de diagnostic sur les grains de beauté. Ce sont des chercheurs américains, je crois, hein, qui ont développé cela. Ça implique donc des analyses plus rapides, un diagnostic via intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on peut s'attendre à ce que ce genre d'outil puisse, je ne sais pas, par exemple, provoquer une baisse des coûts de soins médicaux pour les patients? Alors, la réponse est oui, et c'est ce qu'attendent les dirigeants. Tout le monde attend à ce que le numérique puisse faire diminuer les coûts de santé qui sont en train de flamber, qu'on puisse diminuer les hospitalisations, qu'on puisse surveiller les patients à distance. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que la CPAM va bientôt sortir des clés de facturation de la télésurveillance, c'est-à-dire que des médecins sur quatre pathologies, on va en prendre deux en particulier, c'est les cardiologues et les endocrinologues pourront suivre leurs patients en insuffisance cardiaque et diabétique à distance. C'est-à-dire que ça va éviter aux patients de se déplacer, donc des déplacements. Ça va permettre d'être plus dans la prévention parce que, par exemple, pour le diabète, le patient va prendre sa glycémie, mettra ses données de santé. Par exemple, nous, c'est quelque chose qu'on va lancer prochainement. Les endocrinologues pourront suivre leurs patients. Donc, les patients vont s'inscrire, mettre leurs données de glycémie tous les jours en se piquant le doigt. Et le diabétologue à distance aura un panel de patients avec des alertes. Et il pourra dire, ben voilà, pour ce patient-là, ben, je vais baisser un petit peu la dose d'insuline. Et il n'aura, pour être rémunéré par la CPAM, c'est considéré comme un acte médical. Il aura besoin de se connecter au moins une fois pour surveiller ses patients. Et lorsque les algorithmes seront bien en place, il aura de moins en moins de travail d'adaptation parce qu'il connaîtra les signes d'alerte. Donc ça, c'est quand même une avancée extraordinaire en médecine, c'est de pouvoir maintenant payer un médecin à surveiller à distance un patient. Et ça, c'est tout nouveau. Et la sécurité sociale va bientôt sortir les clés de facturation. Alors, mais ça implique malgré tout de demander à tous ces patients-là d'être connectés. Exactement, tout à fait. Et comme on le sait, une chimiothérapie, un antibiotique, un médicament, tous ces traitements, tous ces moyens ne sont jamais adaptés à 100% des patients. Ça n'existe pas. Donc, de la même manière, l'intelligence artificielle ne peut pas être adaptée à tous les patients pour ceux qui ne souhaitent pas être autant connectés, en l'occurrence.
Exactement. Donc, on est obligé de faire le deuil. Effectivement, les personnes auront à choisir de se faire surveiller ou pas sur la plateforme. Et ben voilà, c'est comme tout, on est obligé de faire le deuil. On ne pourra pas surveiller 100% des patients. Mais malgré tout, on imagine que ça libérera, on espère en tout cas, du temps pour les médecins, pour ceux qui acceptent d'être pris en charge de cette manière-là, et pour ceux qui ne l'acceptent pas, au moins le médecin aura peut-être du temps un peu plus libéré grâce à l'intelligence artificielle à côté. Eh bien, oui, tout à fait. Et surtout que pour une fois, la sécurité sociale, donc la CPAM, a accepté de payer le médecin pour cette surveillance. Parce que imaginez que vous êtes en consultation toute la journée et à la fin de votre journée, vous devez surveiller les patients alors que vous n'êtes pas rémunéré pour. Aucun médecin ne le fera. Aucun. Alors que si on est rémunéré pour le faire, ben, ça rentre dans le cadre du travail et à ce moment-là, les médecins le feront. Oui, parce que comme vous le dites, à la fin de la journée, enfin ça reste, c'est pas un patient à vérifier et ça prend pas forcément 5 minutes par patient à vérifier à chaque fois. Donc c'est du temps supplémentaire, faut le souligner également. Vous parliez donc effectivement bon, de l'intelligence artificielle pour les données administratives, pour le suivi du patient. Cet algorithme, on parlait surtout au niveau de la cancérologie. Est-ce qu'il y a d'autres types de maladies qui aujourd'hui bénéficient d'intelligence artificielle, qui travaillent sur la question? Il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite il y a déjà une bonne quantité d'années, je pense qu'il y a au moins 6 ou 7 ans. C'est une étude qui avait été publiée dans le British Medical Journal qui s'appelle Text to Stop. C'était, en fait, il y avait un panel de patients qui avait été inclus dans l'étude et qui avait la possibilité soit d'avoir un suivi standard, soit d'avoir un suivi par SMS. Et donc, ces personnes avaient la possibilité à n'importe quel moment d'envoyer un texto à un numéro et ils envoyaient craving, c'est-à-dire l'envie irrépressible de fumer. Et donc, il y avait à chaque fois quelques conseils qui étaient adaptés. Il n'y avait pas tout le temps une personne au bout du texto. Et ben, ça a montré de façon très efficace la baisse enfin, l'augmentation des arrêts du tabac, de la cigarette sur un temps assez faible. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, et ça, c'est bien prouvé dans les études scientifiques, c'est bien prouvé qu'un patient a beaucoup plus de facilité. Alors, ça fait mal au cœur quand on est médecin, mais les patients ne se sentent pas jugés par une machine, par un SMS. Et ça, c'est important à avoir en compte parce que un médecin, un soignant, n'importe quel professionnel de santé humain est dans le jugement obligatoirement. Et donc, lorsqu'on va voir un humain, si on fume, si on est sous, voilà, on va fumer même ou des drogues, l'alcool, il y a des gens qui ne vont pas s'exprimer aussi de façon aussi profonde avec un humain par peur du jugement. Et de pouvoir en parler ou de l'écrire sur une plateforme Internet est bien prouvé pour être efficace. D'accord, oui, c'est vrai que on n'aurait pas forcément imaginé effectivement cette option-là, ce point positif-là de l'intelligence artificielle, la facilité peut-être avec laquelle les gens peuvent parler à un ordinateur plus qu'à un humain, mais logique, oui, quand, quand on y pense. Est-ce que vous connaissez en ce moment des projets qui sont en cours, qui, pour vous, vous paraissent particulièrement prometteurs? Des projets, en fait, tout actuellement est sous forme de projet. Tout ce dont je vous ai parlé est sous forme de projet. Il y a beaucoup de projets qui sont faits dans le milieu du coaching. Il y a beaucoup de projets qui sont faits dans le milieu de la cancérologie, dans la nutrition. Mais il y a aucune intelligence artificielle qui est sortie vraiment de façon officielle, hormis celle par IBM qui est Watson et qui est Bluemix et qui permet à toute personne d'aller rechercher, se connecter avec l'interface, faire de l'analyse big data, du deep learning. Et ça, ce sont des outils, les outils d'IBM sont vraiment sortis de façon officielle. Les autres en sont encore au stade projet. Dans combien de temps est-ce qu'on peut commencer à voir fleurir ces intelligences dans la médecine de tous les jours?
Mais là, c'est en train d'arriver, hein, et je pense que d'ici 2, 3 ans, on va avoir un ensemble de solutions mises sur le marché qui sont exceptionnelles. Après, quand je dis il y en a pas une qui est sortie, je me trompe. En fait, il y a toujours un petit peu d'intelligence artificielle dans tous les sites qui parlent. Parce que là, on est dans la médecine, mais par exemple, quand on prend un rendez-vous médical et qu'on va prendre un rendez-vous médical pour un frottis, et ça va être différent que si on prend un rendez-vous médical pour une consultation de médecine générale standard, ben on commence à être dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer les mêmes créneaux, on ne va pas proposer les mêmes structures. Il y a des choses qui existent qui sont assez prometteurs et qui sont déjà sur le marché, c'est tout ce qui est les chemins cliniques. Il y a des chemins cliniques qui sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir reconnaître l'état de santé de la personne, où est-ce qu'il est, comment il est venu, s'il a un handicap. C'est Dapsys qui propose ça, c'est en Suisse, hein, c'est Vision HM. Et c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir réserver la bonne salle d'opération au bon moment avec le bon chirurgien, la bonne consultation anesthésie. Là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est dans voilà, on va créer un parcours de soins augmenté et on va nous d'ailleurs, c'est tellement intéressant on va se connecter avec ces solutions pour que les carnets de santé à Vitam puissent aller implémenter cette intelligence de parcours de soins. Et si nous, on reconnaît par exemple que le patient est diabétique, eh bien, on va envoyer cette donnée-là pour que le patient puisse avoir par exemple une consultation endocrinologique quand il arrive à la clinique, qu'on fasse attention à ses glycémies, qu'on prévoit un temps pour le petit déjeuner. Bref, on peut aller très loin dans cette intelligence artificielle et on y croit beaucoup. Quels sont les pays qui sont particulièrement intéressés par la question? On parlait des États-Unis tout à l'heure, là vous mentionnez la Suisse. Globalement, ce sont les pays qui reviennent le plus souvent. Oui, alors c'est vrai qu'on cite toujours les grands qui sont connus. Il y a Israël également qui est très connu dans l'intelligence artificielle et pas forcément sur la médecine. J'ai vu aussi dernièrement un projet qui a l'air intéressant en italien, dont je me rappelle plus du nom, mais globalement c'est une solution qui paraît un peu concurrente à la nôtre, mais c'est très bien. Hein, il y a plein de choses qui sortent. C'est une solution qui permet en fait d'améliorer les chances de diagnostic avant d'aller chez son médecin. C'est-à-dire que de la même façon que nous, ils vont pouvoir créer leur carnet ou leur dossier médical, ils vont poser un certain nombre de questions et ils vont avoir un screening de leur état de santé. Et le médecin, en arrivant, il aura des prédiagnostics et il pourra cliquer sur les bons feux ou les bonnes ordonnances. Et ça, c'est une entreprise italienne qui l'a fait. Je ne pourrais plus vous sortir le nom, je suis désolé. Donc, il y a partout, il y a des changements qui sont en train d'être opérés. On doit quand même souligner l'Estonie, qui a énormément investi dans le numérique et donc qui est en train voilà, d'avoir une bonne place en Europe sur le numérique. Et en France, comment réagit la communauté médicale face à ces intelligences artificielles? C'est assez difficile. C'est assez difficile parce que les médecins n'ont pas le temps de s'intéresser à ce sujet-là. Parce que quand on voit 70 patients par jour, on n'a pas envie le soir d'aller travailler sur ce sujet-là. Ensuite, il y a quand même des difficultés de pratique et réglementaires qui font que lorsqu'on touche à la donnée de santé, tout le monde n'est pas capable d'afficher le certificat d'hébergement de données de santé, d'avoir bien vérifié que le patient ait donné son accord. Il faut avoir l'accord de la CNIL. Donc, les médecins sont assez sensibilisés à ça et ils demandent à chaque fois, comme nous, par exemple, quand on va présenter à Vitam, à chaque fois, ils nous demandent et la CNIL et l'hébergement de données de santé. Et donc, ça crée des freins. Alors, on est ravis de leur dire qu'on a dépassé largement ces contraintes réglementaires. Mais il y a quand même une sensibilisation importante de la communauté médicale sur le respect de la donnée de santé. Et ensuite, la grande difficulté, c'est arriver à s'implémenter dans les outils du quotidien. Parce qu'il va avoir un logiciel médical, et puis il va avoir un logiciel de prise de rendez-vous en ligne,
Il va avoir peut-être un logiciel qui lui permet de faire ses courriers à sa secrétaire, un télésecrétariat. Bref, ça fait des tonnes de plateformes différentes et les médecins en ont ras-le-bol. Surtout qu'en plus, la sécurité sociale leur demande de faire de plus en plus de choses en ligne. Bref, ils ont 150 onglets ouverts quand ils arrivent le matin au travail. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à s'implanter au cœur de leur métier. Et c'est pour ça que c'est difficile. Après, ils ont un manque de formation, c'est-à-dire que on ne peut pas arriver avec une solution en disant au médecin utilisez-la, c'est fini, merci, au revoir. Et, et la formation des médecins est assez compliquée là-dessus, qu'il n'y a pas de grande formation. Alors, il y a certains DU qui arrivent, des DU de télémédecine, des DU sur le numérique et la santé, ça arrive. Mais les étudiants, déjà, à la base, ne sont pas suffisamment formés au numérique il n'y a pas suffisamment d'expérimentation sur les étudiants et les médecins pour leur prouver que justement, on peut inventer, on peut créer ensemble. Quels sont les principaux arguments des plus réticents? J'ai pas le temps, c'est très clair. Euh, Pourquoi je vais l'utiliser? Et la plupart du temps, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Et souvent, tant qu'on leur propose pas de gagner du temps ou de la qualité de vie ou de l'argent, les médecins ne vont pas. Mais c'est à juste titre, hein, pour toutes les professions, c'est pareil. Ils ont un temps de travail, ils ont envie de rentrer pas trop tard pour pouvoir voir leur famille, et c'est quand même important à prendre en compte. Donc les freins, c'est surtout les freins réglementaires et liés à l'hébergement de données de santé, les contraintes de la CNIL et ensuite les contraintes internes aux médecins et au cabinet dans sa gestion au quotidien, de ne pas avoir 100 000 applications qui lui fait perdre du temps et qui pensent lui faire gagner du temps, mais finalement, il va prendre un temps. Alors, c'est comme tout, hein, la première fois qu'on a utilisé un ordinateur, on a passé des heures à savoir où cliquer, et maintenant, ça fait partie de notre quotidien et on ne pourrait pas s'en passer. Et ben, c'est pareil pour les nouvelles expérimentations en intelligence artificielle dans le numérique et la santé. Les médecins vont avoir un besoin de formation énorme, ils vont devoir s'y mettre, ils vont devoir perdre du temps pour en gagner derrière. C'est normal. Et ça s'est passé avec la voiture, hein. Quand la voiture est apparue, tout le monde a eu peur de la voiture et tout le monde voulait rester à cheval. Mais bon, quand on a appris à conduire, ça va quand même plus vite. Comme pour tout, comme pour toute expérimentation, comme pour toute nouveauté, il y a aussi son lot de risques hein, qui est lié avec. Quels pourraient être les principaux risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la médecine? Je crois pas. Les risques, ils sont dans la mauvaise gestion de la donnée, dans la mauvaise gestion de la santé. Les risques sont vers le piratage, vers le vol de données et vers la mauvaise programmation. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas prouvées scientifiquement, avec des épreuves de safety, comme on dit, on va on peut aller à la catastrophe si, par exemple, le robot fait comme ça avec un énorme mouvement alors qu'il est à côté d'une artère énorme, ben, le risque va être la mort du patient. C'est pour ça que toutes ces intelligences artificielles et ce numérique dans la santé doit être prouvé scientifiquement. Nous, on a une énorme étude qui a été financée par le ministère de la Santé qui compare par exemple, on n'a pas les résultats encore, hein, mais au moins c'est bien de l'avoir. On compare des médecins et des patients utilisant Avitin versus un groupe contrôle. Donc on sait qu'on va pouvoir comparer ça scientifiquement. Et ben, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas obtenu des programmes de recherche. Et ça, c'est l'evidence-based medicine, c'est qu'on est obligé quand même de prouver scientifiquement qu'il y a de la réglementation, que ça a été prouvé. Le marquage CE, lorsqu'il y a nécessité et qu'il y a des algorithmes. Donc, tout ça, c'est de faire aussi confiance à la réglementation parce qu'elle n'est pas là par hasard. Et donc, de pouvoir dire, ben voilà, j'ai une, deux, trois études scientifiques, j'ai la réglementation, la CNIL m'a dit oui, j'ai su un hébergement de données de santé. Bref, les données sont. On va pouvoir donner confiance si on montre tous les éléments. Que ce ne sera pas utilisé si on n'a pas une certitude du bon fonctionnement de l'intelligence artificielle en soi.
Ben, il y a un risque si c'est pas prouvé, tout à fait. Très bien. On va on va terminer là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, docteur Attalin, d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu toutes ces avancées et puis toutes les nouveautés peut-être, qu'on pourra voir, dans les prochaines années, dans les hôpitaux ou, chez son médecin. Voilà, mais en tout cas, il y a effectivement, de quoi faire et beaucoup de choses sur lesquelles se pencher en tout cas. J'en suis convaincu. Bah, merci encore en tout cas. Et puis donc à tous nos internautes, je vous rappelle que si vous voulez lire notre grand reportage sur Turbine, vous pouvez retrouver le lien dans la description du podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.